Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'Accès Direct. Vous le savez, Accès Direct, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité et l'information sur votre chaîne préférée en direct. Nous sommes le lundi 16 décembre 2019, c'est parti pour 45 minutes de belles rencontres. Au programme ce soir, je recevrai Thomas Le Parmentier pour Un jour une station consacrée aux dents du midi. Nous parlerons ensuite gastronomie avec Vincent Favre-Félix, chef cuisinier sur Annecy-le-Vieux. Et enfin de la gymnastique avec les enfants du Revard pour notre sport, comme chaque lundi. Mais avant toutes ces réjouissances, j'ai le plaisir d'accueillir Victoria. Salut Victoria. Salut Seb. Pour les titres de ce journal du 16 décembre 2019 avec une édition entièrement consacrée à la mobilité. Et oui, vous avez pu le suivre en direct sur nos réseaux sociaux tout au long du week-end. C'était un grand week-end de fête historique. On a beaucoup entendu ce terme. On reviendra évidemment sur la mise en service officielle du Léman Express d'abord. Et puis il y avait aussi le lancement du tram. Voilà, ce sera aussi un titre de l'actualité qu'on va développer. Le tram, vous le voyez sur ces images, qui a été célébré, fêté, l'arrivée de cette ligne 17 du tram à Annemasse, Gaillard, Ambilly. On était sur place notamment avec Jean-Paul Crespi. On peut féliciter en tout cas toutes les équipes qui ont été, comme tu l'as dit. Qui se sont levées très tôt aussi. Merci à tous. Merci en tout cas, Victoria. On se retrouve tout à l'heure pour le journal. Allez, on démarre cette émission avec notre rubrique Un jour, une station cette saison. Bonsoir. Bonsoir. Thomas Le Parmentier. Vous êtes le responsable événement de Région Dents du Midi. Bienvenue dans Accès Direct. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va commencer avec une petite présentation des Dents du Midi. Alors, les Dents du Midi, c'est quoi? C'est région, c'est carrément une région. On parle d'une vallée tout entière. C'est plus de 6 territoires, dont 2 villages, 4 stations, qui englobent un domaine plus que connu, qui est les Portes du Soleil, donc un domaine franco-suisse avec 12 stations interreliées. Justement, le fait de faire partie du domaine des Portes du Soleil, j'imagine que c'est un véritable avantage pour vous? Ah, effectivement, c'est un avantage. Pourquoi? C'est qu'on profite, je dirais, c'est du win-win, c'est-à-dire qu'on profite des avantages entre les stations. Donc on a des stations un peu plus volumineuses, comme Avoria par exemple. La notoriété par exemple d'une station comme celle-ci va donner de l'impulsion aux autres. Et donc Région Dents du Midi, nous on est carrément 6 territoires. On représente le domaine suisse des Portes du Soleil. Et donc là, il y a un intérêt. Vous arrivez à bénéficier des retombées, de la notoriété, notamment de Avoria? Alors, Avoria, donc il n'y a pas que, c'était vraiment un exemple, Avoria, mais il est, en fait, à partir du moment où il y a un investissement qui est fait dans le domaine des Portes du Soleil, c'est bénéfique pour tout le monde. Parce que c'est vrai qu'on peut entrer par une petite station comme la Chapelle d'Abondance, par exemple, et puis on y ressort dans une grande station. Donc les investissements profitent à tous, et c'est ce qui fait, à mon avis, la renommée et puis international du domaine, et puis surtout, bien évidemment, sa grandeur, parce qu'on parle quand même de 600 km de glisse, donc c'est assez important, ça en fait partie, c'est l'un des plus grands domaines skiables au monde. Alors comment s'annonce cette saison 2019-2020 là? Elle s'annonce plus que bonne. Pourquoi? Déjà parce qu'on a assuré une ouverture fin novembre, on était pratiquement les premiers, parce qu'on a eu des investissements assez conséquents en termes d'enneigement mécanique. Et puis, on a quand même une exposition favorable, Exposé Nord, pour avoir une ouverture précoce par rapport aux autres. Et puis, on a, en plus de cela, de grands événements dans la région Dents du Midi. On en a un qui est tout proche. On fête, par exemple, les 200 ans de tourisme d'une petite station qui est à Morgin, donc le 31 décembre. Là, il y aura tout un spectacle pour le Nouvel An. Par la suite, on enchaîne avec quelque chose d'assez important. C'est les JO de la jeunesse, où Champéry et la grande infrastructure qu'on a la chance d'avoir, qui est le Palladium, on accueillera le curling. Donc ça, c'est du 9 au 22 janvier. Épreuve que nous couvrirons du côté du Huit-Mont-Blanc. Eh oui, c'est ça, vous couvrirez. Et en plus, vous couvrirez le Carambeu Indoor Trophy. Ça met en gloire un peu les anciennes stars du football. Un tournoi de foot indoor. C'est ça, un tournoi de foot indoor. Donc c'est vrai qu'on a là aussi, on a un panel d'activités. On a cette chance, c'est que il n'y a pas que le ski. Et puis quand il fait mauvais temps, il faut donner un peu d'attractivité au territoire. Et on a des infrastructures assez conséquentes à ce niveau-là. On a aussi 2 gros événements majeurs. C'est le Rock the Piste du 15 au 21 mars. Cette année, en plus, c'est un petit peu une date anniversaire. C'est les 10 ans du Rock the Piste. Et puis, Morgin, une fois de plus, dans le cadre des 200 ans du tourisme. Qui sera à l'honneur de ce festival. Voilà, sera village hôte. Et puis, autre événement d'envergure, et on a invité aussi TV8 Mont-Blanc à se joindre au spectacle, c'est le Seven Peaks River Style avec un show freestyle avec un saut de 22 mètres, je crois,
au-dessus d'une rivière, donc un truc un peu taré. Ça sera le 27 et 28 mars. Alors pour en revenir au ski, parmi les nouveautés de cet hiver, vous avez créé une Family Fun Zone. Oui, alors ça c'est une stratégie commune qu'on mène avec les remontées mécaniques. Donc il y a bien évidemment l'activité, l'animation, l'événementiel, et puis une stratégie commune dans cette construction de produits touristiques. Donc nous, on avait créé un événement l'année dernière qu'on avait appelé la Grande Dérupe, qui était en fait une piste ludique avec divers petits obstacles pour les enfants. Ce qu'on va retrouver un peu dans un super parc avec des petits jumps, mais vraiment adaptés au profil enfant. Et puis la suite logique de cela, c'est de créer un produit permanent en collaboration avec les remontées mécaniques et d'avoir une réelle fun zone, donc une attractivité en plus pour le public familial, qui est bien évidemment un public… C'est la cible numéro 1, la famille. Alors, je dirais que nous, on a la chance, on touche tous les publics parce qu'on a diverses activités et pas mal de produits touristiques. Mais c'est vrai que c'est un produit phare. On va dans cette logique-là avec des forfaits à rabais enfin, rabais, c'est pas le bon terme, mais préférentiel justement pour le public famille. Et puis, il y a carrément des gratuités pour les enfants de moins de 12 ans. Voilà. Donc comment est-ce que vous vous situez au niveau de l'enneigement? Alors nous on est bon parce que je l'ai dit, la neige est bien arrivée. Comme je l'ai dit, on était les premiers pratiquement à ouvrir fin novembre. Après, il y a ce petit coup de redoux, mais honnêtement, je pense que ça n'aura pas d'impact pour les vacances de Noël parce que c'est vrai qu'il y a eu presque près d'1 mètre de tombée, de cumulé autour de 2000 mètres d'altitude. Donc normalement, on assure une ouverture pour les vacances de Noël. Donc on touche du bois de ce côté-là. Voilà. Vous pouvez. Quels sont les principaux points forts de la région d'An-du-Midi? C'est bien évidemment sa grandeur. Je l'ai dit, 12 stations interreliées. Il y a le côté aussi international. Donc on peut passer de la France et la Suisse. Ça donne un côté exotique pour nos amis français qui passent côté suisse et vice-versa. Et puis, du coup, tout ce qui gravite autour du domaine. Il n'y a pas que le ski. Il y a bien évidemment le VTT, on a été aussi pionnier à ce niveau-là, le trail running, la randonnée, l'e-bike qui est maintenant en plein essor. Nous, on construit beaucoup de produits touristiques autour de cela. Donc, je dirais que c'est ça, l'attractivité. Et puis, c'est aussi la proximité avec le réseau routier. On est très accessible. C'est un véritable avantage, ça, par rapport à d'autres Clairement. stations. Je vous donne un exemple. On peut arriver en train jusqu'à Champéry. Donc ça, c'est une chance. Vous prenez l'avion à Paris via EasyJet, vous atterrissez à Genève et vous arrivez au train avec votre valise et vous êtes à 10 mètres du téléphérique pour aller sur le domaine skiable. Ça, c'est une chance inouïe et je pense qu'il y a peu de stations qui est capable d'offrir une offre de cette ampleur, quoi. Merci beaucoup, Thomas. Merci à vous. Bonne saison en tout cas. Merci. Belle saison du côté des Dents du Midi. On enchaîne avec notre rubrique gastronomie, avec à table. Bonjour. Bonjour. Vincent Favreau-Félix. Vous êtes donc chef cuisinier, originaire du Grand Bornand. Vous avez eu un beau parcours avant de lancer votre propre restaurant, entreprise au mois de janvier. On va d'abord revenir un petit peu sur votre parcours. Vous avez fait une part de votre apprentissage du côté de l'auberge du Père Bise à Talloires. Et puis vous avez fait aussi une rencontre qui vous a marqué avec Marc Vera. Tout à fait. Donc j'ai fait un apprentissage au CFA de Croisy, au commerce à Thônes, après au Père Bise à Talloires. Et après, c'est vrai que j'ai fait une rencontre qui a marqué ma vie. C'est le chef au chapeau, Marc Vera, qui m'a inculqué ses valeurs, sa philosophie de la cuisine. C'est vrai que c'était la plus belle période de ma vie, la plus dure aussi, sûrement, mais génial. Vraiment. Vous êtes un pur produit du cru. C'est Tout une à fierté. fait. Mon grand-père est du Grand Bornand. Mes parents, on a toujours habité au Col de la Forclaz. Mes parents ont eu un restaurant au Col de la Forclaz. Et c'est vrai que pur produit du cru, quoi. Qu'est-ce que vous gardez justement de ces années, d'abord du côté de l'auberge du Père Bise et puis avec Marc Vera? Le Père Bise, c'était un apprentissage, c'était une très belle maison, beaucoup de rigueur. Et puis Marc Vera, c'était une philosophie, la philosophie des plantes, la cuisine. Enfin, il ne fait pas les choses par hasard, quoi. Tout a un sens et tout est méthodique. Et c'est vrai qu'il m'a vraiment appris les valeurs, appris à cuire, à assaisonner un produit. C'est vrai qu'on est jeune, on sort d'école, on a l'impression de savoir faire, mais en fait, on sait rien faire, quoi. Et c'est vrai que ça a été un pur bonheur. Ça a été un pur bonheur parce que j'avais mon établissement au Col de la Forclaz. Et quand celui-ci était fermé, j'allais dans les cuisines de Marc Vera. Et ça m'a permis de comprendre, d'apprendre et puis d'avancer, d'évoluer sur beaucoup de choses, quoi. Aujourd'hui, vous continuez à perpétuer l'esprit Marc Vera dans votre cuisine? Vous essayez en tout cas? Oui, de toute façon, quand on a eu la chance de connaître un chef pareil,
Je pense qu'il faut pas se mentir, on n'a rien inventé en tant que chef de cuisine les uns les autres. Quand on passe avec une personne comme ça, comment dire, on voit forcément sur les cartes le chef qui a travaillé avec Marc Vera ou pas, quoi. Je veux dire, forcément, ça s'en ressort. J'aime bien travailler les herbes. Ma cuisine, c'est une cuisine de goût, d'originalité, sincère. Voilà, j'aime bien les mélanges audacieux. Et non, je pense que, enfin, il y a des similitudes. Après, voilà, j'ai pas la prétention d'être à son niveau, mais voilà. Alors, je le disais en introduction, vous avez donc ouvert votre propre restaurant du côté d'Anne-Sylvieux au mois de juin. Un restaurant qui s'appelle tout simplement un restaurant Vincent Favre-Félix. Vous n'aviez pas envie de donner un nom moins personnel pour le coup? Alors en fait, à la cour de l'abbaye, déjà je cherchais un lieu, c'est un projet de vie, je cherchais vraiment un lieu atypique, chargé d'histoire, avec des espaces verts, pas trop loin d'Annecy. Donc c'est vrai que quand je recherchais, je m'éloignais et c'était un peu dur. Là j'ai eu la chance de découvrir ce lieu et je voulais au début en fait, par respect du lieu, parce que c'est un lieu qui est millénaire, marquer le nom La Cour de l'Abbaye et après restaurant Vincent Favre-Félix. Et en fait, il y a le fils du propriétaire, Nicolas Réal, qui fait des événements d'entreprise, des salles de séminaire, différentes choses, qui se sert du nom en premier lieu. Donc du coup, c'est pour ça que je l'ai mis en second plan. Voilà. Est-ce que ça correspond à l'image que vous en aviez, le fait d'avoir son propre restaurant? C'est superbe. C'est vrai que là, pour moi, c'est un métier, c'est un métier de passion. C'est même plus un métier, ce qu'on fait. C'est vraiment une passion. Et là, c'est vraiment plaisir et partage. C'est vrai que j'ai un petit chez moi. Comme me disait mon grand-père, vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Et je suis super ravi, quoi. C'est génial. Comment est-ce qu'on peut qualifier votre cuisine? Cuisine, comme je le disais, cuisine de goût, d'audace, sincère. Créativité, mais gourmande à la fois aussi. Parce que mon projet, c'était de faire un petit gastro décomplexé, sans nappage. On a mis une grande table d'hôte ouverte directement sur le pas de la cuisine. Comme ça, il y a un échange avec nos clients, il y a de la convivialité. Et je pense qu'il faut, au travers de la gastronomie, il faut ramener un peu d'humain et de gourmandise. Je pense que les gens aiment bien, quoi. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce métier de chef? C'est un métier de plaisir, de partage. Moi, ce qui me plaît, c'est quand je vois les gens avec le bonheur qu'on amène aux gens à travers d'un plat, à travers d'une recette. Et c'est vrai que vous savez, pour moi, c'est vraiment un projet de vie. L'idée, il y a des clients qui nous parlent. Est-ce qu'on voudrait une étoile? Est-ce qu'on ne voudrait pas? Qu'est-ce qu'on veut faire? Pour moi, c'est vraiment un métier de plaisir, quoi. C'est un projet de vie. C'est plaisir avant tout. Plaisir pour nous, plaisir pour les clients, pour mon équipe, que je remercie parce que sans qui un chef n'est rien. Et puis voilà, quoi. Sinon. On a de quoi faire ici. J'imagine que vous êtes entouré d'une sympathique brigade de producteurs locaux là pour justement pour ouais, pour tout vous à fait. approvisionner. J'aime bien. C'est vrai qu'on a des petits producteurs locaux très sympas. Je travaille avec Claude Bellan, l'Instinct Gourmand, qui est à Albins. Après, j'ai le chocolatier Serge Ngassa, qui est à Villaz, Cocoa à Valais. Alors lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il a les plantations au Cameroun. On l'avait reçu. Donc on l'avait voilà, reçu ici. ça part vraiment de la fève jusqu'au chocolat. Il y a le torréfacteur Fabien Roquet pour le café. Comme ça, on a un café vraiment personnalisé pour notre restaurant. Il y a Alain Michel au niveau des fromages. On travaille avec la boulangerie Perchat aussi, Annecy-le-Vieux. Enfin voilà, il y en a plein d'autres. Tous les vignerons savoyards aussi. C'est un plaisir, j'imagine, quand on est chef, de savoir qu'on a tout ce qu'il faut autour de soi. C'est vrai qu'on a de la chance. On a une région qui est superbe. On est privilégié, aussi bien en termes de produits que de tout. Donc le bassin annécien est vraiment riche à ce niveau-là, quoi. Sur quel type de produit est-ce que vous travaillez? J'aime beaucoup le poisson. C'est vrai que je cuisine plus de poisson que de viande à ma carte, parce que c'est vrai que j'aime beaucoup ça. Mais après, un petit peu tout. Après, c'est vrai que j'aime bien, j'ai une recette, j'ai un œuf à l'heure actuelle, un œuf avec du café et du Beaufort. Donc c'est vrai que c'est un mélange, ça me fait penser au petit déjeuner un petit peu à la ferme quand mes grands-parents prenaient ça. Et je l'ai retravaillé et c'est vrai que j'aime beaucoup les mélanges insolites comme ça, quoi. Alors, on l'a dit, donc ouverture du restaurant au mois de juin. Est-ce qu'il y a déjà des futurs projets pour la suite où on prend les choses ouverture au mois de juin, non. Futur projet, déjà, on est content. Le restaurant a bien démarré. Ça se passe plutôt bien. Après, les projets, c'est redire, de prendre du plaisir, donner du plaisir à nos clients, que le restaurant soit de plus en plus plein de façon constante. Et puis après, on rappelle l'adresse. Du bonheur. 15 chemin de l'Abbaye à Annecy-le-Vieux. Merci beaucoup. Et si je peux juste un petit clin d'œil, c'est juste un remerciement à ma femme et mes enfants qui jusqu'à présent supportent tout ça et m'aident beaucoup. Merci. Merci beaucoup Vincent Favre, Félix. Nous sommes lundi et vous le savez, le lundi c'est place au sport et ce soir nous allons parler gymnastique, notamment avec mes deux invités, Fabien Dupont et Loris Closier. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. C'est bien de voir de la jeunesse
dans le sport, c'est bien. Fabien, vous êtes entraîneur aux Enfants du Revard, club donc de gymnastique et activité rythmique du côté de Dax-les-Bains. Loris Closier, futur champion, j'imagine, on l'espère. Vous êtes notamment spécialisé en tumbling. Qu'est-ce que c'est que le tumbling pour les gens qui ne connaissent pas? Alors le tumbling, c'est une piste d'acrobatie de 25 mètres de long sur 2 mètres de large, où on crée de l'acrobatie, donc 8 figures enchaînées, selon des minima, on a plein de barèmes à respecter bien sûr. Et voilà, donc c'est le sprint de la gym, quoi. C'est une ligne droite. Loris, comment est-ce que tu es arrivé au tumbling justement? C'est une histoire un petit peu, on va dire, compliquée. C'est-à-dire que je faisais de la gym avant au club d'Aix-les-Bains, club de Remilly. Et mes parents, ils ont voulu déménager sur Aix-les-Bains et je voulais continuer la gym. Et en partant, il y a un ami à moi qui m'a parlé de tumbling et je me suis ni renseigné de savoir sur internet ce que c'était, regarder des vidéos. Je suis arrivé au club d'Aix-les-Bains, j'ai fait ouais, je vais faire du tumbling. Ils m'ont dit c'est ça, j'ai fait ok, on va tenter. Hein. Qu'est-ce qui te plaît dans cette discipline? C'est le fait que, on va dire, au début j'avais quand même un petit peu peur que ça soit répétitif parce que comparé à la gym, c'est beaucoup plus diversifié avec tous les agrès. Et là je me suis dit ouais, c'est qu'une piste, ça va peut être un petit peu compliqué. Et au final, c'est le fait de pouvoir vraiment s'envoler parce qu'il y a des ressorts comparé à un praticable en dessous. C'est assez impressionnant. Et on a ouais. vraiment l'impression que vous-même, les athlètes, vous êtes sur des ressorts. On prend beaucoup de plaisir à faire des grosses difficultés, que ce soit au milieu ou au bout. C'est vraiment un plaisir qui est incroyable d'être au milieu, de voler, quoi. Fabien, quelles sont les qualités primordiales pour être un bon athlète? Comment on appelle ça comment? Un tumbler. Un tumbler, Un tout tumbler. simplement. Alors, pour être un bon tumbler, il faut être dynamique, il faut être énergique, très très énergique, il faut avoir des très très bonnes bases. Parce que le tumbling, on attaque rarement le tumbling à 6 ans par exemple. On ne se dit pas tiens, on va faire du tumbling à 6 ans. Pourquoi? Il faut avoir une base gymnique. Il faut avoir une base. On fait tous une base gymnique de 2-3 ans selon Ce sont avant tout des personnes. gymnastes. Voilà, c'est avant tout à 90%, 95% des gymnastes. Donc il faut être travailleur. Parce qu'on fait des sacrifices. Il ne faut pas hésiter, quoi. Il faut être vraiment beaucoup travailleur. Qu'est-ce qui est le plus difficile selon toi qui pratiques maintenant le tumbling? C'est garder, on va dire, une constante dans la progression, on va dire, parce que c'est souvent rythmé par on grandit, on prend des muscles, on fait beaucoup de muscu, on attaque les acrobaties, du coup il y a une progression qui est incroyable. Après ça stagne un petit peu. Justement, il faut essayer de garder cette constante très progressive, on va dire, et tout le temps être, on va dire, dans le rang, quoi. Fabien, un mot sur le club, les Enfants du Revard qui ont fêté donc leurs 130 ans C'est ça. en juin dernier, club historique. Ouais. Donc on a fait un gros gala à Halle des Sports de Mario aux Aix-les-Bains au mois de juin, fin juin. Et ouais, donc 130 ans d'histoire. On a eu plusieurs athlètes internationaux, dont Franck Masson, Yannick Bustos, en tumbling également. Avec Loris, on avait aussi Thomas Le Toublon qui participait au championnat du monde par groupe d'âge en même temps que lui qui est du club. Et on a également d'autres athlètes à haut niveau qui ne sont pas qualifiés mais qui sont dans ce processus. Quelle est la recette du succès? Parce que le club arrive à se maintenir dans les meilleurs clubs français depuis maintenant un certain nombre d'années. Le travail. On essaye de tout faire, d'être rigoureux, d'avoir des règles et de les respecter surtout, avec tout le monde. Et une bonne fusion athlète-entraîneur. Ne pas se casser les choses. Ouais, depuis très longtemps. Ça fait longtemps que vous travaillez ensemble? 5 ans. Ouais, c'est ça à peu près, ouais. Alors le tumbling a été discipline olympique en 1932, ça commence à dater. Il n'est pas réapparu depuis. Comment ça peut s'expliquer? Je crois que c'est juste parce qu'il manque des nations. C'est un sport encore trop confidentiel pour le moment? On a quand même beaucoup de nations, mais il manque des nations pour pouvoir les présenter aux Jeux. Pour présenter aux Jeux Olympiques, il faut un certain nombre de pays qui ont le sport dans le pays. Et nous, pas encore assez. Mais ça va venir, on essaie. En France, ça reste malgré tout un sport, on va dire, peu médiatique. Voilà. C'est vrai que la gym, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, mais ça reste encore, il faut l'avouer, un sport confidentiel. Quand on pratique une discipline comme le tumbling, c'est difficile de se projeter quand on voit que ça a du mal à prendre. Un petit peu, mais justement, c'est un sport qui est super, on va dire, impressionnant. Très spectaculaire. Voilà, c'est très spectaculaire. Et du coup, forcément, à chaque fois qu'on va montrer une vidéo quelque chose comme ça, souvent, la plupart du temps, les gens vont être plus impressionnés par du tumbling que par de la gym. Parce qu'ils ont l'habitude, on a déjà vu une vidéo ou un truc comme ça. Alors qu'en tumbling, jamais, c'est vraiment hyper discret comme sport. Alors toi, justement, Loris, malgré ton jeune âge, tu as déjà une certaine expérience au niveau international puisque tu as participé à plusieurs compétitions mondiales, notamment du côté du Japon il n'y a pas très longtemps, au début du mois de décembre, pour la compétition mondiale par groupe d'âge. Comment est-ce que ça s'est passé? C'était, on va dire, plus simple parce que j'ai fait les championnats du monde à Saint-Pétersbourg et j'avais eu du mal à me caler parce qu'on a quelques jours d'entraînement. Et là, ça a été un peu plus simple pour me caler, on va dire, dans mes mouvements, être bien dans mes bases.
Mais je suis quand même arrivé et j'ai chuté au premier passage. Mais c'était ma première année en tant que senior pour ces championnats du monde parce que les autres c'était en junior. Et du coup, bah, ça m'a quand même fait une bonne expérience et je suis pas tombé à cause du stress. C'est juste que j'étais mal, j'ai essayé de me précipiter et voilà. Mais je garde que du bon, on va dire. Erreur technique. Vous qui le connaissez bien, vous le voyez aller jusqu'où, Loris? Équipe senior déjà. Donc on a les championnats d'Europe qui arrivent au mois d'avril, au mois de mai, pardon. Donc équipe senior, déjà rentré à 17 ans, 18 ans en tant que membre d'équipe senior, c'est déjà bien. Et pourquoi pas une petite finale au championnat d'Europe, ce serait cool. Où se situe justement la France dans le concert des nations, dans cette discipline? Alors chez les filles, on est bien, très bien même. Les filles, elles commencent vraiment à augmenter. Elles ont fait 3e par équipe au championnat senior. En CMGA, pareil, elles ont fait pas mal de médailles aussi. Donc les filles sont pas mal. Les garçons, nous, on remonte petit à petit la pente. On a eu un petit trou de génération. Et on va pas se mentir, les nations comme les Russes, les Chinois, ils sont Beaucoup quand même d'avance. assez costauds. Ouais. Il faut quand même se lever tôt, quoi. On n'a pas parlé du système de notation, comment est-ce que ça se passe? Il y a des juges, c'est comme la Voilà, gym? ouais. Il y a 8-9 juges à peu près. Il y a 5 juges qui vont noter ce qu'ils voient, donc l'exécution, la beauté, la finesse du geste. Il y en a 2 autres qui vont noter la difficulté des mouvements. Chaque figure a un code de points qu'ils additionnent à la fin et ça fait un total. Et c'est assez compliqué et après ils additionnent le tout et ça fait un système, voilà, ça fait les points, quoi. Au niveau du club, les enfants du Revard, combien de licenciés vraiment pour la partie tumbling? Pour la partie tumbling, j'en ai quand même en compétition qui font des championnats de France, on va dire du beau niveau, j'en ai une petite dizaine. Et toi, Loris, tu essayes de prodiguer la bonne parole dans ton entourage, de dire voilà, venez découvrir cette discipline, venez faire du tumbling, c'est une discipline qui a de l'avenir, qui est très spectaculaire. Tu essayes de. Bah ouais, on essaie forcément d'essayer de faire connaître le sport, que ce soit quand je suis à mon lycée ou des choses comme ça. Je reviens, je monte des vidéos de ce que j'ai fait et tout ça. Et de plus en plus, forcément dans mon entourage à moi, je sens que tout le monde connaît mon sport. Il n'y a pas un seul de mes potes qui va dire c'est quoi Jacques, tu fais comme sport? Non, tout le monde sait plus ou moins ce que je fais. Et forcément, quand je suis au club, au début, ça a été compliqué parce que quand j'ai eu ma grosse période de progression, honnêtement, je me suis un peu renfermé sur moi-même parce que je pensais qu'à ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ces temps-ci, forcément, avec les championnats du monde et tout ça, être en collectivité, quand je suis revenu au club, j'avais envie que les autres partent avec moi et du coup, j'essaie de les motiver. Ça fait aussi partie de vos missions, vous, en tant qu'entraîneur, d'essayer de démocratiser la pratique du tumbling? Ouais, on aimerait bien que ça se développe un peu plus. Mais là, petit à petit, ça commence à être un peu plus connu. Parce que les gens, grâce aux réseaux sociaux, en fait, grâce à Facebook, Instagram, les vidéos qui tournent de partout, en fait, le sport, les gens ont déjà vu une vidéo de tumbling dans leur vie, même s'ils ne savent pas vraiment ce que c'est encore. Ils apparentent un peu plus à la gym pour le moment, mais on est optimiste, quoi. Merci beaucoup en tout cas, félicitations. Merci à vous de nous avoir invités. C'était un plaisir de mettre en lumière cette discipline. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Allez, un mot de ski alpin pour souligner la très belle victoire d'Alexis Pinturo du côté de Val d'Isère ce dimanche, après l'épreuve de slalom de géant qui avait été annulée ce samedi. Le skieur de Courchevel a remporté le slalom donc sur la face de Bellevarde devant André Mireur et Stéphano Gross. Grâce à sa 25e victoire en Coupe du Monde, Alexis Pinturo reprend la tête du classement général de la Coupe du Monde. On l'écoute au micro de FFS TV. Oui, ça fait plaisir. Ça fait longtemps que j'attends ce moment. Ça fait longtemps que j'avais pas gagné en slalom. L'an dernier, on s'était bien reconcentré dans cette discipline et puis ça a fini par payer, notamment cette année. Course exigeante, la face est toujours exigeante, difficile de skier toujours ici et surtout de se sentir bien. Donc il faut tout simplement attaquer et skier intelligemment les endroits qui sont extrêmement difficiles. Et puis pas trop se poser de questions quant aux sensations qu'on peut avoir. Moi, je me sens bien et heureux surtout d'avoir réussi à aller chercher cette victoire devant le public français. Jusqu'à maintenant, on va dire que je fais un peu les montagnes russes, une course excellente, une course moins bien, une course excellente. Donc on va essayer de rectifier le tir. Il y a eu des enseignements à tirer bien sûr et essayer tout simplement aussi d'estomper un peu tous les problèmes que j'ai pu rencontrer depuis le début de saison et en tirer justement des conclusions. Voilà, c'est la fin de cette première partie. On se retrouve dans une poignée de minutes pour le journal de la rédaction présenté par Victoria Lopez. A tout de suite.